Cérémonie, le 14 juillet est aussi un moment qui rappelle les valeurs et les institutions de la République. C'est dans ce contexte que nous recevons ce soir sur notre plateau le sénateur de la Polynésie française Teva Rohfritsch, Teva Yorana. Bonsoir et bonne fête du 14 juillet à tout le monde. Alors tout d'abord Teva, on le sait, on traverse une crise politique, Moetai Broderson qui n'a plus de majorité, exclu de son propre parti. Vous avez proposé une solution à ça, un gouvernement donc d'union territoriale associant autonomistes et indépendantistes. Mais Edouard Fritsch, qui était venu sur ce plateau, a balayé votre proposition, la qualifiant d'une vision parisienne et non polynésienne. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir ? Que je suis revenu à Tahiti et que je suis ravi d'être parmi nous, mais même quand je suis à Paris, mon cœur est au Fénois, évidemment. Ce que je constate, c'est comme tous les Polynésiens, nous ne sommes pas à l'Assemblée, je ne suis pas à l'Assemblée de Polynésie, et je constate qu'il y a déjà une alliance entre le Tavini historique et les autonomistes pour contrer Moetai Broderson. Donc cette solution que j'évoque vise simplement à dépasser les égos. J'ai aussi entendu parler d'égos dans l'intervention d'Edouard Fritsch. Dépassons tous les égos. Si c'est sauver le pays qui vraiment nous intéresse, c'est une des deux solutions, effectivement, de trouver les moyens d'une union territoriale. Il reste 2 ans avant les élections territoriales pour traiter les urgences dont on parle, dont ils ont parlé à l'Assemblée. Ou alors, si vraiment tout le monde fait le constat que c'est impossible, dans ce cas, effectivement, il faudrait trouver un moyen de redonner la parole aux électeurs. Mais en général, ceux qui appellent à la dissolution sont souvent déçus des résultats aussi. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on ne sort pas de cette crise, c'est le pays qui va s'enfoncer et on ne peut pas rester dans cette situation-là. Ça fait de longs mois que ça couve. Et je crois que si ce collectif 2 finit par passer au terme des 5 jours, ça sera la même chose pour le 3e, ça sera la même chose pour le budget à venir, et on n'a pas le luxe d'attendre encore. Et justement, en parlant de dissolution, on a donc certains élus comme le non-inscrit Nui Haolore qui accusent donc Moetai Broderson de vouloir se maintenir au pouvoir par tous les moyens, et l'appel donc à provoquer une dissolution de l'Assemblée pour retourner aux urnes. Est-ce que vous partagez son avis? Est-ce que Moetai Broderson s'accroche? De ma longue expérience au Fénois, dans les institutions du Fénois, je n'ai vu aucun président ne pas essayer de s'accrocher. À l'inverse, il est vrai qu'on est dans une situation de blocage. Alors, peut-être pas d'un point de vue formel, j'ai entendu aussi monsieur le haut-commissaire hier soir, mais néanmoins, force est de constater qu'aucune loi ne passe, aucune réforme fondamentale ne passe, et où cette union territoriale, encore une fois, pourrait progresser, prospérer, puisqu'aujourd'hui, le Tavini et les autonomistes s'entendent pour contrer. L'idée, c'est de s'entendre pour construire. Mais si ça n'est pas possible, je suis d'accord avec Nui Haolore, il faut abréger le mandat et demander effectivement que les Polynésiens se prononcent. On ne peut pas rester dans cette situation. Nous sommes tous en dehors de l'Assemblée, mais contemplant ce qui malheureusement se passe dans cette Assemblée. Alors, qui s'accroche, qui ne s'accroche pas, je ne sais pas. Il faut sortir de cette crise. Il faut sortir aussi de ces commentaires, je crois. Alors, ce collectif budgétaire, ce n'est pas juste de la tuyauterie administrative. Selon l'exécutif, des centaines de projets et d'entreprises polynésiennes sont aujourd'hui suspendus à ce vote. En tant que sénateur, membre de la commission des finances au Sénat, mesurez-vous le même risque économique que décrit Moetai Broderson? Il y a effectivement, on ne peut pas dire qu'en bloquant un texte budgétaire, il n'y a pas de blocage derrière, bien évidemment. Après, il faut aussi savoir qu'au travers d'un arrêté de répartition de crédits, le Conseil des ministres peut aussi déjà reventiler un certain nombre de crédits sans rentrer trop dans la technique. Il n'en demeure pas moins que ce collectif 2 est important, effectivement, pour redéployer les crédits, en particulier ceux qui n'ont pas été utilisés l'an passé, et viendra un collectif 3 pour les mesures nouvelles. Donc oui, chaque étape est importante. Mais je crois que la crise qui occupe aujourd'hui Tarahoe dépasse ce sujet du collectif 2, en fait. Il n'y a plus de majorité, aucune loi de pays n'est votée, plus rien ne sort de l'Assemblée. Donc je pense qu'à la fois, Moetai Broderson a raison de pointer du doigt, mais peut-être est-il aussi dans le jeu du président qui ne veut pas partir. Mais à l'inverse, il doit aussi reconnaître qu'il n'a plus de majorité pour gouverner. Et ça, c'est une réalité. On va s'intéresser à présent à votre actualité, Teva Rohfritsch. Donc, en tant que sénateur, le Tapura, votre ancienne famille politique, a choisi Edouard Fritsch pour faire équipe avec la sénatrice sortante Lana Tetuanui au sénatorial de septembre. Vous, en revanche, vous n'avez pas été retenu. Est-ce que vous allez faire cavalier seul ou quelle est votre opinion là-dessus? Bon, je regrette cette situation parce que depuis mon départ du Tapura, que j'avais cofondé avec Edouard Fritsch, l'eau avait coulé sous les ponts. On a fait le Hamuitato. On s'est tous rassemblés pour faire Eli Moerani Frebo, Nicole Sanker.
Papascal Haïti a failli être élu aussi. J'ai fait campagne avec eux. J'ai fait campagne avec Edouard Fritsch à Pirée, mais aussi à Punavia, à Fa'a, à Papara, à Paea, partout où j'ai pu aider nos amis autonomistes. Donc, je suis un peu surpris que pour les sénatoriales, on suspende tout ça. Donc, en fait, je fais le tour des Tavana aujourd'hui parce que c'est l'élection peut-être la plus politisée, en fait, la plus politique, cette élection sénatoriale. Ce sont les grands électeurs qui votent pour décider si je dépose ma candidature ou pas. J'ai très envie, moi, d'y aller parce que je pense avoir fait le job. 99% de nos engagements ont été tenus. On a modifié le statut. Je défends l'économie bleue, nos emplois à Paris, nos financements, le budget à la commission des finances, à la commission des lois. On a défendu la cause nucléaire. Je crois que le job a été fait et il faut choisir des sénateurs qui veulent vraiment siéger à Paris. Est-ce que vous soutiendrez Lana Tetuanui et Edouard Fritsch, par exemple? Si je présente ma candidature, je serai face à eux, bien évidemment. Mais je pense, si j'y vais, présenter ma propre candidature seule, avec une suppléante, bien entendu. Mais encore une fois, c'est un compliment, du coup, quand Edouard Fritsch me dit que c'est une vue parisienne, parce que je fais le job de sénateur à Paris, effectivement, même si mon cœur reste au Fénois. Alors, si vous devenez candidat, sur quel soutien compterez-vous pour être réélu? Alors, celui des maires, c'est pour ça que je fais le tour aujourd'hui. J'ai encore beaucoup d'amis au Tapura, parce que la position d'Edouard Fritsch est un peu singulière au sein même du Tapura. En tout cas, c'est ce que je ressens dans les contacts que j'ai. Et je ne fais pas une campagne contre le Tapura, je fais une campagne pour notre famille globalement polynésienne, autonomiste bien sûr majoritairement, mais pas uniquement. J'essaie de représenter tous les Polynésiens au Sénat. Je ne porte pas le projet d'indépendance du Tavini-Huiratira, mais sur beaucoup d'autres sujets, on peut aussi se mettre d'accord sur la protection sociale généralisée, sur la santé, la convention à développer, sur tout un tas d'urgences que j'évoquais tout à l'heure. Et vous, Thévaro Fritsch, donc vous soutenez aussi, donc vous protégez le climat. Et donc vous venez de publier un rapport sénatorial qui dénonce une France sans vrai plan clair sur le climat, qui oublie trop souvent les Outre-mer dans ses négociations internationales. Pourquoi les Outre-mer, pourquoi la Polynésie en particulier est touchée par ça et pourquoi c'est important pour vous? Alors vous voyez, c'est une autre facette de mon action de sénateur. Je pense qu'elle est aussi un peu originale, c'est que j'ai essayé de porter des sujets nationaux pour qu'on ne vienne pas simplement avec nos demandes d'ici, mais qu'on vienne aussi démontrer que sur les grands sujets nationaux, voire internationaux, eh bien, la Polynésie aussi a son mot à dire. Et donc j'ai commis ce rapport que j'ai présenté la semaine dernière, qui démontre effectivement qu'il faut redéfinir une doctrine, ce qu'on appelle une doctrine, une stratégie de diplomatie française, dans laquelle il faut intégrer nos Outre-mer, et en particulier la Polynésie, qui a la moitié de la ZE française, et qui subit de plein fouet les contre-coups du changement climatique. Donc je propose d'intégrer nos territoires ultramarins à ce qu'on appelle les COP, qui sont les négociations internationales annuelles, mieux les intégrer aux équipes diplomatiques, développer aussi des moyens financiers pour qu'on s'adapte dans nos îles. Il y a aujourd'hui des abris de survie qu'on finance sur les contrats de développement pour, en cas de submersion marine, que les populations soient à l'abri. Mais ça ne peut pas être les seules mesures d'adaptation. Et pour finir là-dessus, j'ai entendu qu'en 2015, quand la COP21 a été votée à Paris, ce qui a ému les grands de ce monde, et en particulier les sceptiques du climat, c'était de voir le Premier ministre de Tuvalu les pieds dans l'eau. Et j'ai rappelé à la France qu'il pourrait s'émouvoir de voir nos Tavana les pieds dans l'eau au Tuamotu, parce que 2/3 de nos atolls vont disparaître en 2100 si on reste sur les mêmes trajectoires. Ça aussi, c'est un combat de sénateur que je mène à Paris pour nous, pour que nous ayons des financements et que nous soyons intégrés à cette diplomatie internationale. Merci beaucoup, Thévaro Fritsch, d'avoir accepté notre invitation. Et je salue vraiment toute notre population.